On poursuit ce Lex Inside et on va parler de l'indemnité transactionnelle réparant un préjudice avec mon invitée Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFD Law. Angélique Desruelles, bonjour. Bonjour Arnaud. La Cour de cassation a rendu le 30 janvier dernier un arrêt sur le régime social de l'indemnité transactionnelle réparant un préjudice. Nous allons analyser tout à l'heure cette décision et ses conséquences, mais tout d'abord, quels critères permettent de distinguer une indemnité transactionnelle à caractère indemnitaire d'une indemnité ayant la nature d'une rémunération ? Je vais essayer de répondre à cette question simplement parce qu'il est vrai que c'est une question essentielle, que ce soit pour le RH, pour les RH, pour le droit du travail. Et pour autant, ça reste difficile d'y répondre simplement parce qu'il n'y a pas de véritable texte législatif sur le sujet. Pour autant, comme vous venez de le préciser, nous avons eu cet arrêt de Cour de cassation du 30 janvier dernier qui vient confirmer une tendance, à savoir que si la somme allouée aux salariés, si l'indemnité allouée aux salariés a pour but d'indemniser un préjudice distinct de toute nature salariale, alors la somme doit être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Ce qui compte ici et ce qui est à comprendre, c'est que donc, le litige est survenu à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. C'est un litige distinct et ne porte pas exclusivement sur la rupture du contrat de travail, comme c'est souvent le cas. Et ce qu'il faut considérer ici, c'est la notion de praesium doloris, donc la notion du prix de la douleur, littéralement, c'est-à-dire que par exemple, je donne des exemples, la souffrance physique et psychologique au travail, le préjudice moral et professionnel, le préjudice en termes de santé, le préjudice en termes de droit au repos, etc. Par contre, si la somme qui est octroyée aux salariés à titre d'indemnité a pour but de compenser un élément de salaire, par exemple le cas classique des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, dans ce cas, elle se doit d'être intégralement soumise à cotisation de sécurité sociale. D'accord. Alors, l'indemnité transactionnelle qui répare un préjudice, vous l'avez dit, est exclue de l'assiette des cotisations sociales. Est-ce que cette exclusion de l'assiette des cotisations sociales, elle s'applique à l'intégralité du montant de l'indemnité ou est-ce qu'il y a un plafond ? Cette exclusion s'applique effectivement à l'intégralité de l'indemnité et il n'y a aucun plafond. Donc, autant dire que c'est très intéressant. Je passe rapidement sur le fait que on se pose la question d'un assujettissement à CSG-CRDS, mais bon, c'est une cotisation salariale, c'est 9,7%. Ce n'est pas l'essentiel du débat d'aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser à la charge de la preuve. Qui supporte la charge de la preuve du caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle ? La charge de la preuve, elle est supportée intégralement à 100% par l'employeur. C'est quelque chose à prendre en compte puisque, en fait, il faut savoir que la qualification que va donner l'employeur à l'indemnité, elle ne lie pas l'administration ni le juge. Elle ne lie pas le conseil de prud'homme ni le fisc. Ni les URSSAF qui vont regarder la réalité économique de l'indemnité, comme je l'ai expliqué précédemment. Alors, une mauvaise qualification peut avoir des conséquences lourdes. Quelles sont concrètement les conséquences pratiques pour l'employeur et le salarié en cas de mauvaise qualification de l'indemnité dans la transaction ? Donc le risque essentiel, c'est le risque URSSAF. Et dans ce cas-là, il faut savoir en fait que c'est le seul employeur est responsable. C'est-à-dire que l'URSSAF va se retourner contre l'employeur pour le paiement des cotisations patronale et salariale, et c'est l'employeur qui devra régler la totalité. Par contre, si dans le protocole transactionnel, il y a une clause qui indique que chaque partie fera son affaire personnelle du paiement des charges sociales en cas de redressement URSSAF, l'employeur pourra se retourner contre le salarié au titre de ce protocole, mais il reste l'interlocuteur unique devant les URSSAF. Alors, on va revenir sur la jurisprudence et sur l'arrêt du 30 janvier dernier pour bien comprendre les conséquences. Cette jurisprudence, elle s'applique à quel type d'indemnité transactionnelle ? Oui, alors effectivement, elle ne s'implique pas à toutes les indemnités transactionnelles. On en distingue principalement trois. Je vais essayer de faire vite sur les deux premières. Il y a l'indemnité qui est versée en bureau de conciliation du Conseil de prud'homme, qui a un cas assez spécifique, qui est souvent favorable aux cadres qui ont beaucoup d'ancienneté. Elle répond à des conditions spécifiques et elle est exonérée dans les conditions du barème, dans la limite de ce que nous, on appelle 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire 92 400 cette année.
Et effectivement, elle permet d'éviter un différé de carence pour Pôle emploi. Elle est super intéressante aussi au niveau de l'impôt. On a cette indemnité aussi, qui est l'indemnité transactionnelle standard, qui est celle qui est la plus utilisée, c'est-à-dire un salarié qui a été licencié qui va contester le motif de son licenciement. Donc une indemnité qui est octroyée à l'occasion de la rupture et qui est considérée en fait par les tribunaux et par l'administration comme une indemnité supralégale. Donc de fait, le régime ne va pas s'appliquer. On va prendre en compte le montant qui a déjà été payé au titre de l'indemnité de licenciement aux salariés. On va ajouter cette indemnité supralégale et on va considérer qu'elle est exonérée de charges sociales dans la limite de une nouvelle fois de PAS, donc 92 400 pour cette année. Et il y a aussi de la CSG-CRDS sur une certaine portion. Enfin, il y a vraiment des conditions différentes. Donc, seule cette indemnité qui vient rémunérer un préjudice uniquement sera totalement exonérée de charges sociales. D'accord. Donc, on comprend aussi que cette jurisprudence va avoir des conséquences sur les protocoles transactionnels. Concrètement, c'est quoi les implications de cette solution ? Alors effectivement, il va falloir être très précautionneux sur les protocoles transactionnels, détailler dans le préambule vraiment l'historique de la relation et vraiment l'historique et les explications relatives aux divers préjudices, s'ils sont nombreux, et pouvoir ventiler les sommes au titre de ces préjudices. Il est vraiment important que l'employeur, notamment on a vu la charge de la preuve, se ménage la charge de la preuve avec des documents, les arrêts de travail, des échanges avec le salarié, etc., puisque seules ces preuves concrètes pourront éviter un éventuel redressement URSSAF. Alors, cette jurisprudence peut aussi avoir un travers. Est-ce qu'elle peut ouvrir la voie à des abus ou à des contentieux sur la réalité de préjudice indemnisé ? Oui, tout à fait. Il est vrai que la tentative, elle est vraiment grande, que ce soit pour l'employeur comme pour le salarié, de se dire on va exonérer totalement et on va appliquer la jurisprudence. On a forcément un préjudice quelconque au titre d'une rupture. Donc, il est vrai que c'est très tentant, mais évidemment, il y aura des contentieux. Et puis là, il y a quelque chose qui vient d'arriver. Déjà, des administrations qui essayent de s'engouffrer dans la brèche. France Travail a sorti une circulaire le 1er avril dernier et est venue indiquer, on pense que cette position est abusive, que justement ces indemnités qui ont un caractère indemnitaire, qui compensent un préjudice, doivent être incluses dans son différé, alors qu'on avait toujours considéré l'inverse, et ceci au titre d'une position prise par les tribunaux, et notamment le tribunal judiciaire de Paris, l'année dernière en février 2024. Alors pour terminer, pour bien comprendre, quel est le rôle des juges du fond dans la qualification de cette indemnité transactionnelle ? Le rôle des juges du fond est souverain. Ils disposent d'une entière liberté d'appréciation et ils ne sont absolument pas liés par la qualification donnée par les parties. D'accord, donc ils peuvent requalifier le cas échéant. Voilà. Et donc si on s'est mis dans un cas de l'indemnité réparant un préjudice pour s'exonérer de charges sociales alors que ce n'est pas le cas, ils requalifient totalement, effectivement, et les soumettront à charge intégralement, ils ne chercheront pas à comprendre. On va conclure là-dessus. Merci Angélique Desruelles. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice du cabinet CFD Law. Merci Arnaud. On va conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.